Crise sécuritaire en Afrique. Deux experts dressent un état des lieux déplorable et proposent des pistes de solutions. Le colloque international sur la sécurité en Afrique, organisé par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, en abrégé FONSTI, et l'université Peleforo-Bon, a débuté le 28 novembre 2023 à Korogo, par une conférence inaugurale qui a mis en lumière les causes, les conséquences et les enjeux des crises sécuritaires sur le continent. Les deux conférenciers ont plaidé pour une approche globale, holistique et endogène de la sécurité qui implique les États, les citoyens et les partenaires. Aujourd'hui, le monde n'est plus un havre de paix où tout se passe bien. Il y a l'insécurité, la violence partout, sous diverses formes. Et donc, les intellectuels qui sont encore conscients de leur rôle dans la société essaient de réfléchir. C'est ce qu'il y a une organisation qu'on appelle le FONSTI. Et des enseignants de l'université Peleforo-Bon de Korogo, depuis hier, ils se sont assis, ils ont réfléchi. Quelles sont les causes des violences et des insécurités ou des instabilités? Quelles sont les conséquences et quels sont les enjeux des crises sécuritaires sur le continent? Parce que si tu ne te poses pas les vraies questions, tu ne pourras jamais avoir les vraies réponses. Et donc, de façon globale, ils disent que pour qu'on ait la paix, la sécurité, et pour qu'on ait la sûreté en Afrique, il ne faut pas traiter le problème de façon isolée. Il faut prendre des solutions globales. Mais c'est ce que nous avons toujours dit. Par exemple, parmi les solutions globales, il faut une seule armée et unique armée africaine. Ça, c'est une solution. Il faut que les États, même si on ne fait pas une Afrique unie, mais soient réunis en grand bloc. L'Afrique de l'Ouest en un bloc, l'Afrique du Nord en un bloc, l'Afrique australe en un bloc et l'Afrique un peu vers le bas en un bloc. Et si on a ces blocs-là, ça va permettre de mieux contrôler les citoyens à travers les passeports et les documents administratifs. Et donc, même si tu es un pays, que tu arrives à assurer ta sécurité aujourd'hui, mais que tous ceux qui sont autour de toi sont dans la violence, ce n'est qu'une question de temps. Ils finiront par t'envahir. Mais aussi, il ne faut pas s'attendre à des solutions qui vont venir de l'extérieur. C'est nous qui vivons en Afrique. C'est nous qui avons nos intérêts parce que le premier intérêt qu'on a, c'est de maintenir nos vies. Mais si on attend que c'est les gens qui doivent quitter aux États-Unis, en Europe ou quelque part dans le monde pour venir donner des solutions, mais finalement, est-ce que ces gens-là, ils ont obligation véritablement de nous donner les solutions qui nous arrangent? Est-ce que derrière ces solutions-là, ils ne vont pas créer d'autres nouveaux problèmes? Et donc, quand on regarde tout ça, les solutions qu'on doit trouver, qui doivent être globales, là, elles doivent être d'abord des solutions holistiques et endogènes. Ça veut dire nous-mêmes, là, on propose nos solutions qui peuvent d'abord nous arranger. Et donc, pour cela, il faut impliquer nos États, mais aussi nos citoyens et nos partenaires. C'est vraiment important. Le professeur Simplice Yodé Dion, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, et le professeur Mathurin Nipo, politologue et président académique des relations civilo-militaires au Centre africain d'études stratégiques, ont abordé la question sous plusieurs angles. Le premier a indiqué qu'être en sécurité, ce n'est pas seulement avoir la police autour de soi. C'est être en sécurité physique, morale, éducative, mentale, psychologique, alimentaire, énergétique, etc. Il en déduit que le concept de sécurité est transversal, holistique et global. Il faut réfléchir sur les conditions de la sécurité de l'homme africain et du citoyen africain. On va retomber forcément sur la question de la bonne gouvernance. Et quand les États sont bien gérés, bien gouvernés, c'est-à-dire créer les conditions de la sécurité pour l'homme, pour qu'il soit heureux, et pour qu'il soit heureux d'être dans l'état où il est, les menaces internes sont amoindries et on s'occupe ensuite de la menace externe qui est une menace militaire. Il faut donc que l'État s'organise militairement pour faire face à cette menace externe, a soutenu le professeur Simplice Yodé Dion. Et donc la première personne qui a pris la parole pour essayer encore d'expliquer a dit que quand on dit que quelqu'un est en sécurité là, c'est pas parce que tu es assis au commissariat, les policiers t'ont entouré, mais tu es assis en plein milieu du camp. Non.
Ça, c'est une forme de sécurité. Ça même, ça se transforme facilement en insécurité. Quand ces gens-là sont habités par le diable Tiani, un matin, ils vont venir te chasser. Non. La vraie sécurité, ou bien en tout cas, l'une des définitions de la sécurité, c'est que toi-même, physiquement, tu dois te sentir à l'aise. Moralement, tu dois te sentir à l'aise. Au niveau même de l'éducation, que ce soit l'éducation morale, l'éducation académique, tu dois te sentir à l'aise. Au niveau même de ton mental, tu dois être relax. Psychologiquement, au niveau alimentaire et au niveau énergétique, tout ça, tant que ces conditions ne sont pas remplies à un certain niveau, tu n'es pas en sécurité. Allez demander aux gens aujourd'hui à Bamako s'ils sont en sécurité. Chaque jour, leur cœur bat quand les djihadistes vont descendre. Donc eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas dans la sécurité. Malgré que les soi-disant militants ont dit qu'ils allaient chasser les djihadistes. Quelqu'un est là, moralement, il est abattu. Tu n'es pas en sécurité. Quelqu'un est là, il a envie d'aller à l'école, mais n'a pas les moyens. Il n'est pas en sécurité. Parce que quand tu es un analphabète, tu es un danger. Etc., etc. Et donc, c'est tout cela d'abord qu'il faut corriger. Est-ce qu'on peut corriger ces problèmes-là sans les individus que nous sommes en Afrique? Et donc, forcément, on doit nous inclure là-dedans. Et donc là, ce sont des solutions qu'on doit trouver ensemble en réfléchissant sur les conditions de la sécurité de l'homme africain et du citoyen africain. Et donc, pourquoi les idées que je viens de vous donner là, on arrive à mettre l'homme en confiance, il faudrait que nos gouvernants aspirent au progrès, c'est-à-dire au développement, à la construction des infrastructures et des biens qui peuvent impacter sur la vie des personnes. Regardez aujourd'hui, la majorité des Ivoiriens est heureuse parce que notre pays donne envie aujourd'hui. Même si on n'a pas forcément des milliards en poche, mais dire aujourd'hui, quand on entend même les gens, Côte d'Ivoire aujourd'hui sont mieux que nous. Qui ne sait pas que la Côte d'Ivoire est mieux que tous ceux qui nous entourent aujourd'hui? Et même plus même que beaucoup de pays africains. Et tout ça, cette joie-là, ça te met en confiance. Et c'est important. Et donc, voilà pourquoi il faut des dirigeants qui réfléchissent. Voilà pourquoi il faut des dirigeants qui ont de l'imagination. Voilà pourquoi il faut des dirigeants qui peuvent faire rêver leur peuple. Un dirigeant ne peut pas rendre tout le monde milliardaire, sinon tout le monde serait riche aux États-Unis. Mais un dirigeant peut créer les conditions d'espoir. Par exemple, l'une des causes de l'insécurité en Afrique, c'est aussi l'insécurité morale, psychologique. Quand des jeunes gens se disent, et mentale, se disent, mais il n'y a plus rien à faire ici, même s'il faut aller me jeter à la mer. C'est le désespoir qui cause cela. Et ce désespoir-là vient de la mauvaise gouvernance. L'Afrique aujourd'hui, les 3/4 de notre population sont jeunes, mais on les néglige. Un jeune en Afrique, ton destin dépend du bon vouloir de Dieu. Tu as beau être intelligent, tu as beau être courageux, les choses sont tellement dures que souvent c'est pas facile pour la majorité des jeunes de s'en sortir. Et toi, un jeune, tu te réveilles un matin, tu te dis, mais moi, avec toute cette intelligence, avec toute cette force de travail que j'ai, avec tous les efforts que j'ai faits, mais si ça ne marche pas, qu'est-ce que je fais? Et cette question-là, il faut que nos dirigeants se la posent véritablement. En réalité, aussi, on accuse ceux qui vont là-bas. On n'a pas, ils ne comprennent pas. Oui, c'est vrai. Mais la vie, là, c'est pour un temps aussi. C'est quand nos dirigeants vont prendre conscience pour dire qu'il faut impliquer les jeunes, comme de la manière Alassane Ouattara le fait, il faut leur ouvrir la voie pour leur créer les conditions d'espoir, pour ne pas qu'ils partent sur l'eau. Alassane Ouattara vient de donner sur le continent un exemple. L'année de la jeunesse, ce n'est pas seulement un mot, ce n'est pas du flatou vocis. Il y a quel jeune qui a essayé puis ça n'a pas marché. Quand on est sorti ici pour critiquer le ministère de la jeunesse, là, les gens pensaient que c'était pour critiquer, pour critiquer. Non, non, non. Au-delà des preuves, ce sont des vies que nous voulions sauver. Mais aujourd'hui, tous ceux qui s'en sortent, est-ce que c'est pas mieux? L'Occident n'a pas pour vocation de recevoir tous les damnés de la terre, comme les États-Unis. Même si les États-Unis veulent recevoir tout le monde, là, ils ne peuvent pas. Comme aussi, l'Afrique aussi n'a pas été créée pour être une malédiction sur la planète Terre. Ce sont d'abord nos dirigeants qui font de l'Afrique une zone de malédiction par prédilection et par excellence. Il suffit d'apporter un minimum de bonne gouvernance, en tenant compte des couches socio-professionnelles, en essayant d'encourager, comme ce qu'on a vu au Rwanda, avec une vache, comment on arrivait à maintenir des familles et à leur donner espoir. Si tu ne prends pas le lait pour boire, pour garantir ta santé, tu peux prendre le bœuf là pour aller travailler le matin, etc., etc. Ou même si tu es un nouveau là, de la manière dont tu donnes à toi, tu goûtes, tu manges et puis tu passes. Et donc, voyez-vous, un être humain là, c'est vrai qu'on ne peut jamais répondre à tous ses besoins, mais un être humain à qui on ne donne aucune opportunité devient aussi un danger. Et je ne justifie pas les bandits et tous ceux qui ont dévié de la vie, du droit chemin, mais souvent là,
dans l'histoire de chaque personne là, quand tu te mets à la place de la personne, il y a une part de vérité en toute chose. Quelqu'un ne devient pas braqueur parce que ça l'a plu. Quelqu'un ne devient pas un individu néfaste parce que ça l'a plu. Il y a toujours aussi des exemples qui peuvent aussi lui donner une partie de raison. Qui aimerait voir, quelle femme aimerait se voir, comment t'appeler Poclet? Mais quand toi tu nais dans une famille, ton père et ta mère n'arrivent même pas à manger par jour. Mais tu vas faire avec ce que la nature t'offre. Je ne suis pas là pour justifier, mais je suis en train de dire que l'être humain là, naturellement veut le bonheur, veut s'affranchir de tout ce qui est pénible. Mais quand nos États ne nous offrent rien du tout, qu'est-ce que vous voulez? Et donc, nos dirigeants doivent se poser ces questions-là. Nos dirigeants africains sont les premiers auteurs, sont les premiers responsables de l'insécurité en Afrique. Et ceux qui font exception positive, comme les Macky Sall, comme le président Ouattara, comme, je dirais même le président du Bénin aussi, on les traite en ennemis. Ah, ils sont méchants, leur affaire est dure, et ils sont les sous-préfets de la France, c'est comme ça. Mais c'est en étant sous-préfet de la France là qu'ils ont pris leur pays pour dépasser vos pays, qui veulent être les campements de la Russie là. C'est ça aussi qu'il faut qu'on vous explique. L'une des causes des violences en Afrique, c'est que beaucoup de dirigeants africains maintiennent les populations dans l'analphabétisme. Et là, quand c'est comme ça, ils se disent on va pouvoir les manipuler facilement. Mais demain là, les djihadistes aussi, de la même manière que vous avez voulu les manipuler là, les djihadistes viennent leur dire aussi, prenez des armes, vous allez vous tuer, vous allez tuer 10 personnes. Si tu as pu tuer 10 personnes, on va te donner 300 ouris. On dit que si eux meurent là, ces femmes, ils vont les trouver devant eux là-bas. Ça là aussi, là, il y a son explication. Mais quand on lit la lettre de l'écriture sans chercher à réfléchir, là, ça rend les gens bêtes. Entre-temps aussi, il y a des religieux loups qui sont là aussi, qui viennent, qui justifient tout et rien pour condamner mentalement les gens à devenir plus bêtes. Et voyez-vous, toutes les mauvaises conditions sont réunies en Afrique. Et donc, il faut pouvoir éduquer nos populations. Il faut pouvoir encourager nos populations. Il faut pouvoir ouvrir. Comment toi, si tu vois 10 milliards, et puis tu veux que ta population ne parte pas dans les abîmes. Les 10 milliards que tu as volés là, grâce à ton vol des 10 milliards là, il y a une femme qui est en train d'accoucher dans un village africain. Elle est en train de mourir actuellement, frère. Tu ne vois pas le lien, mais tu es en train de tuer un enfant qui allait peut-être être demain un Barack Obama. Toi, le politicien malhonnête, qui en moins de 5 ans est devenu multimilliardaire, qui est devenu un népotiste. Aujourd'hui, même quand tu as un parent qui ne vaut rien, tu le mets à un poste de responsabilité. Lui aussi, comme il sait qu'il ne vaut rien là, il devient un potentat dans l'administration publique. Voilà la vraie Afrique. Toi, qui as volé les milliards pour aller cacher en Occident là, tu as mis ça sous un faux nom. Demain là, une fois que vous ne serez plus au pouvoir là, tu n'auras plus cet argent. Allez demander à Kadhafi, à ses parents. Voilà toute la réalité de l'Afrique. Si on utilise les fonds que nous avons, si on utilise et qu'on a à cœur de changer la condition de l'homme, une fois qu'on favorise la vie à quelqu'un là, la personne ne s'occupe pas de certains petits détails. Mais quand on rend tout difficile pour quelqu'un, même quand tu lui dis bonjour, la personne est énervée. Et tout ça là, c'est ce qu'il faut corriger. Et quand on va finir de corriger tout ça là, vous allez voir que l'être humain même, dans cet environnement où il se sent un peu valorisé, où il sent que les choses sont en train d'aller un peu mieux pour lui là, comme en Occident, c'est pas parce que, cher frère, la vie n'est pas facile en Occident. Hein. Tout ce que vous voyez en Occident qui disent que la vie est facile là, ils sont dans le vol de cartes de crédit, ou bien ils font du banditisme, ils volent voitures, ils s'en vont vendre en Afrique. Moi, je vais vous dire la vérité. Ou bien ils font du blanchiment d'argent avec les dirigeants qui sont restés en Afrique là-bas. Et puis maintenant, eux, ils envoient l'argent ici et puis font blanchiment d'argent. Voilà ce qu'ils font. Mais nous autres, qui ne connaissons personne et que personne ne connaît là, mais tu n'as pas envie de dormir à moins 1 degré comme de la manière il fait froid depuis hier à New York. Tu fais comment? Tu vas travailler. Et tu ne peux pas venir chez les gens et puis humilier le berceau de l'humanité. Et quand tu as cette conscience de soi-même pour dire que ce n'est pas à travers moi qu'un Africain sera humilié, tu te mets au travail, tu te mets dans le système. Mais frère, ce n'est pas facile. Frère, beaucoup parmi nous là, on ment à nos parents que non, on est boss, c'est faux. Souvent, on est dans la société de gardiennage. Souvent, on est femme de ménage. Souvent, on est simple gardien. On n'est pas ministre. On n'est pas préfet, sous-préfet.
C'est une fausse vie qu'on vous donne sur Internet. Les vestes que vous nous voyez porter là, ce sont des vestes qui ont été soldées 3 fois. C'est-à-dire, le temps est passé. On a fait premier solde, personne n'a pris. Deuxième solde, personne n'a pris. C'est quand ça va arriver à 75%, là, c'est ça qu'on va prendre. Et puis on vient porter. Pour vous qui êtes restés en Afrique, vous donnez envie. Et puis vous mentir que la vie va bien. Alors qu'on est en train de vous mentir. Pour vous faire rêver. Pour que vous vous condamnez et que vous vous accusez vous-même. Pourquoi l'autre a réussi, moi je n'ai pas réussi. On peut réussir en Afrique. On peut réussir. Mais il faut que nos dirigeants comprennent cela. Il faut que nous aussi, on prenne confiance en nous-mêmes pour essayer de lutter. Mais le cadre global doit être créé par nos dirigeants. Et une fois que tout ça s'est créé, et que le cadre de vie pour l'être humain s'est amélioré, et que l'individu, par exemple, nous les Benguis, par exemple, quand on va en Côte d'Ivoire, là, on n'est pas comme vous, hein, on a peur. Parce que on s'est déjà habitué à une certaine condition de sécurité, de vie. Comme les Tiam là, on est même chose, c'est les mêmes éclairs, c'est les Benguis, même chose. Imaginez un Benguis au pays. Même quand il attend un coup de danger là, il dit, ça c'est quoi ça? Parce que c'est pas qu'il y a la violence ici, mais c'est contrôlé et c'est suivi. Mais en Afrique là, il peut avoir coup d'état à n'importe quel moment. En Afrique là, Sorogum peut venir égorger quelques personnes, des djihadistes peuvent rentrer, etc., etc. Voyez-vous, Blé Goudé peut être dans son petit jeu et petit jeu que vous êtes en connaît où. Il faut continuer. Même les 2 gars de Soro là, avant on allait fouiller dans leur maison. Ce qu'on a arrêté au dîner, ça je te dis ça encore pour ajouter dessus. Mais c'est pas ça qui nous intéresse en ce moment. Et donc voyez-vous, à un certain moment, les gens peuvent te blaguer. Mais toi-même là, il faut arrêter à un certain moment de te blaguer toi-même. Si nous on était devenus milliardaires en Occident là, depuis longtemps on est rentré, frère, Afrique est trop doux. D'abord même le soleil simplement là, et puis tu t'es levé, tu as un milliard là, tu te lèves à l'heure que tu veux. Tu dors à l'heure que tu veux, tu manges la nourriture que tu veux. Mais qui n'aime pas ça? Ici en Occident là, on peut avoir accès à tout, mais on n'a pas le temps. On n'a pas l'esprit tranquille. Même quand tu es milliardaire ici là, tu es personne. Voilà la réalité aussi. Dans ce monde là, on n'obtient pas tout. Dans ce monde là, on ne peut pas tout avoir. Tu ne peux pas avoir le temps, l'argent, la santé et tout ce qui va avec. Toi, tout ce que tu veux, c'est tout ce qui est bon. Dans la vie là, ça n'existe pas. Dans la vie là, quand tu veux quelque chose, tu payes le prix pour ça. Quand tu veux être riche, tu vas prendre le temps de travailler plus que l'homme normal. Quand tu veux être un politicien, tu vas prendre le temps de t'éduquer politiquement. Mais quand tu veux vivre comme un homme normal, tu as le droit de vivre comme un homme normal. Ton gouvernant a le devoir de te permettre de vivre comme un homme normal. Et nos gouvernants africains ne nous permettent pas de vivre comme des hommes normaux. Vous nous mettez à un niveau d'animaux. Non, s'il arrive à manger une fois, c'est suffisant. Parce que s'il mange 3 fois, il va réfléchir. S'il est en bonne santé, là, ça va lui faciliter la vie. Et donc, l'argent qu'on avait volé et qu'on avait placé dans les comptes offshore, là, c'est ça qui fait aujourd'hui que les enfants meurent. C'est ça qui fait aujourd'hui qu'il y a les microbes Laurent Gbagbo. Parce que tu as volé l'argent pour aller cacher ça à la banque d'investissement de l'Angola. Tu as volé l'argent pour aller cacher en Afrique du Sud. Et une fois dans tes valvales, il y a une bonne partie qui a été récupérée pour finir un pont. Je refais le nom de quelqu'un. Et ce que j'ai dit, la personne a entendu. Quand on aura redonné à l'homme conscience, à la vie, même si on ne réussit pas tout, on va maintenant penser à organiser maintenant l'aspect militaire. C'est-à-dire comment combattre les menaces externes. Et une fois qu'on aura ça, vous allez voir comment le potentiel de l'être humain va ressortir. Le professeur Simplice a affirmé que si les décideurs veulent apporter des solutions durables à la problématique de la sécurité qui se pose avec acuité en Afrique, ils doivent tenir compte des propositions des intellectuels, fruits de leurs réflexions. Le professeur Dion, vous faites bien de parler des intellectuels, mais il y a combien d'intellectuels en Afrique? Ça aussi, ça fait ressortir aussi cette problématique. Voyez-vous, il y a très peu d'intellectuels en Afrique. Les intellectuels vrais font peur aux dirigeants africains. Prenez des intellectuels comme Mère Blanc. Prenez des intellectuels comme Walter Ruto. Prenez des intellectuels comme Kanté Bamoussa. Mettez-les en face d'Assimi Goïta.
Faso de Djougou, Faso de Djougou, un coffre. Ils sont, il y a un homme, mais un peuple bête. Un peuple bête. Où il est, Djongoula, un coffre, Djongoula. Et l'autre encore, l'astrophysicien, j'oublie son nom. Mais voilà l'Afrique. Notre premier choix, c'est d'humilier les intellectuels. Tout ce qu'on a, ça veut dire il faut tuer. C'est quand on regarde la vidéo là qu'on a appris tout ça. Mais il y a un peuple barbare. Comment la gueule déchirée du Burkina Faso. Et je viens d'apprendre que Ibrahim, c'est un fou furieux. Je vais vous poster la vidéo après. Il paraît qu'il souffre d'une maladie très grave mentalement où il doit être injecté chaque fois. C'est Safiatou Zongo qui a fait le son. Donc c'est un fou. Un malade mental, un aliéné fou furieux qui dirige le Burkina actuellement. Mais regardez comment sa gueule est déchirée. On dirait une hyène. Mais ces gens-là, eux peuvent accepter les intellectuels. Voilà le problème de l'Afrique. Et ça, cher professeur, même le simple fait d'exprimer nos opinions, ça gêne. Ah non, ils sont des sorciers, ils sont pas bons. Mais un autre humain, tu peux pas être contre tout le monde. Mais tu peux dire une vérité. Mais que ceux aussi qui pensent que ce que tu as dit n'est pas vrai viennent montrer les limites de ta vérité. C'est ce qui rend le monde meilleur. Personne ne peut dire sur cette terre-là que ce que j'ai dit là, il n'y a pas de faille. Ou bien ce que j'ai dit là, on ne peut pas changer. Mais quand tu penses que Minignan Cissé a dit quelque chose et que tu n'es pas d'accord là, tu prends ta petite caméra, tu dis, bon, ce que tu avais dit là, c'est vrai, mais ici, là, voilà les failles. La personne même va s'asseoir là, que ce soit vrai ou faux là, elle va retenir la leçon. C'est comme ça qu'on va s'améliorer les uns les autres. C'est comme ça que les Occidentaux vous ont battus. Ah non, tout ce qu'ils ont pris là, c'est de chez nous. Mais c'est en se confrontant intellectuellement qu'ils ont amélioré. Et ils ont adapté ça au monde. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Non, c'était nos grands-parents qui avaient ça. Mais le temps de vos grands-parents n'est pas votre temps. Et le temps que vous vivez aujourd'hui, qu'est-ce que vous laissez à vos enfants? La médiocrité. Et surtout, vous ne leur proposez rien. Ah non, allez regarder au temps de nos ancêtres. Toi-même qui as vécu avant moi, là, ton enfant, là, toi, tu as eu quoi dans le temps des ancêtres? Toi, tu as eu quoi? Et c'est à moi, tu me dis d'aller regarder dans le temps des ancêtres. Toi, tu as eu la chance de vivre avant moi. Toi, mon père, tu ne m'as rien laissé. Et tu me dis, non, nos ancêtres étaient forts. Bon, fort de nos ancêtres, là, ce qu'ils t'ont donné, là, il faut me donner. Il faut me donner. Vaut rien que tu sois en train d'avoir les grands mots pour ne rien faire à la fin et toujours trouver les autres pour dire c'est les Chinois qui sont nos problèmes, c'est les Africains qui sont nos problèmes, c'est les Japonais qui sont nos problèmes. Toi-même là, tu ne sais pas que c'est toi-même ton propre problème. Tu penses que les autres, c'est une obligation morale pour eux de venir toi t'aider comme un indigent et ils vont se transformer en béquille et puis toi tu vas traîner. Non, non, non. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour qu'il devienne le serviteur de l'autre. Mais quand toi-même tu acceptes de façon volontaire, tu inscris ta conscience à la servitude volontaire, en ce moment tout le monde va t'utiliser comme de la manière dont on utilise les Africains. Partout où tu vas, sur tous les continents, quand tu regardes la condition même de l'homme africain, et surtout de l'homme à la peau noire, c'est une honte. Mais vous-même là, votre douleur même, ça ne vous fait pas mal. Quand tu vas dans les Caraïbes, quand tu vas dans les Amériques, quand tu vas en Europe, quand tu vas en Afrique, l'homme noir est lamentable. Mais l'homme noir lui-même ne prend pas conscience pour dire il est temps que je m'énerve pour me réveiller. Il est temps que je me fouette moi-même. On est toujours là, ce sont les autres. Mais toi-même, tu n'as jamais rien fait. Parce qu'on veut toujours continuer à dépendre des autres. Il a souligné la nécessité pour les États africains d'assurer pleinement leur souveraineté et leur propre sécurité, qui ne peuvent continuer de dépendre des tierces personnes auxquelles ils se lient. Regardez aujourd'hui, comment on va aller payer des avions de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, ces poissons secs volants tombent. Même les gens, les djihadistes même ne touchent pas les avions là. Il suffit de prendre ce qu'ils appellent chez les Maliens la fille fanlant. Ils ont des éventails là. Tu prends, ils appellent ça dans leur la fille fanlant. Tu prends fille fanlant là, quand tu vois l'avion là venir, tu fais comme ça. Tu bouges là, l'avion là tombe en même temps. Et le peuple bête ne demande pas de compte. Celui qui est protégé par les armes d'un autre n'est pas en sécurité.
Tant que tu seras protégé par les armes des Russes, tu n'es pas en sécurité. Il faut que ton armée, là, vous puissiez vous mettre dans les conditions pour avoir les entraînements. Comment les Russes ont fait, ils se sont entraînés. Comment les Français ont fait, ils se sont entraînés. C'est comme ça qu'Alassane Ouattara entraîne notre armée. Les États les plus armés dictent leurs lois aux États qui sont peu ou pas du tout armés. L'État africain a besoin de construire sa puissance dans laquelle réside la capacité de défendre ses intérêts. Respect et dignité se conquièrent, a déclaré l'enseignant-chercheur. Il souligne que l'Afrique doit changer de paradigme pour s'organiser au niveau régional et continental en matière de sécurité. Et c'est ce que le professeur a dit. Et moi, j'ai donné rapidement une solution. Il ne doit pas avoir 53 armées en Côte d'Ivoire, en Afrique. C'est la chose la plus bête. Il faut une seule armée. Pour sa part, le professeur Mathurin Unyipo a noté que toutes les crises ne sont pas négatives. Elles peuvent parfois aider à évoluer, à prendre des bonnes décisions. Mais il faut pour cela qu'elles soient ponctuelles. Or, en Afrique, les crises sont permanentes. Le professeur du Bénin nous explique ici, quand on dit qu'il y a quelque chose qui est mauvais là, il n'y a rien qui est mauvais, comme il n'y a rien qui est bon. Tout dépend de l'option que tu choisis. Souvent, il y a des crises là. Quand ça arrive là, ça vous permet de savoir où vous voulez aller, parce que vous savez où vous êtes quitté. Mais en Afrique, c'est la récurrence, la permanence des crises qui nous amène à comprendre que l'homme africain s'est condamné à ne pas être un modèle d'apprenant. Ça veut dire, on a tous les modèles en face de nous, hein, mais on ne va jamais choisir le bon modèle. C'est ce qui fait que toujours on retombe dans les mêmes mauvaises situations. Non, comme on avait fait un coup d'État, et puis en 2002, on a divisé le pays là. En 2023, je vais venir faire la même chose. Soro Guillaume, on va t'émasculer en grand caractère. Alassane Ouattara n'est pas Laurent Gbagbo. Ça, il faut qu'on te dise ça. Tu peux faire ce jeu-là avec Henri Konan Bédié. Tu peux faire ce jeu-là avec Bédié. Tu peux faire ce jeu-là avec Laurent Gbagbo, le DJ Laurent Gbagbo. Mais ça ne marche pas avec Alassane Ouattara. Ça, il faut te mettre ça dans ta tête. Et donc, quand une chose t'arrive, même quand elle est mauvaise là, tu vas te plaindre, tu vas faire tout. Mais après, il faut se dire, quelle leçon je retiens dans ça? Quand tu vas te poser cette question-là, tu vas toujours trouver quelque chose que tu as retenu. Et cela va te permettre d'aller de l'avant. Il y a eu le génocide rwandais. Allez demander aujourd'hui si les Rwandais sont prêts à parler des Hutus, des Tutsis ou bien de quoi que ce soit. Mais vous, en Côte d'Ivoire, vous avez eu une guerre violente qui n'a pas été au niveau du génocide. Mais vous ne comprenez pas aujourd'hui que ce n'est pas l'ethnie d'une personne qui doit faire d'elle votre ennemi. Ce n'est pas l'origine d'une personne qui doit faire d'elle votre ennemi. Mais c'est plutôt si elle enfreint à la loi. Et vous oubliez, et vous faites semblant d'oublier que vous êtes condamné à une communauté de destin. Quand vous allez vous entretuer, on ne dira pas que les humains sont en train de... Les Ivoiriens sont en train de s'entretuer. Mais quand vous allez finir de vous entretuer là, qui va prendre la terre? Ce sont les spectateurs d'à côté. Les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens là. Donc continuez. Si ce n'est pas les Djoula, c'est les Bété, les Wobé, les Guéré, les Avikam. Continuez à vous battre. De toute façon là, quand vous allez finir de vous tuer, il y a des gens qui vont occuper cette terre là. Il déplore le fait que les Africains continuent aujourd'hui encore de compter sur des partenaires qui viennent plutôt créer des menaces. Mais ça a toujours été le cas. Et même l'une des causes du djihadisme en Afrique, on n'explique pas ça au grand jour. Mais si tu m'appelles de venir t'aider et que je constate que toi seul tu as 2 femmes et moi je n'ai rien, mais je fais comment? Je vais me mettre en t'aidant là, je vais essayer. C'est un exemple des plus bêtes que je prends. Hein, voilà. Je vais dire que je viens sur ton territoire, je constate que tu m'as dit, oh bon, je te viens pour m'aider, hein, oui, oui. Mais je constate que tu as des ressources rares dont j'ai besoin. Qu'est-ce que je fais? Mais en même temps que je t'aide aussi, je te déstabilise. Et donc ça aussi, c'est le djihadisme. Et on est en train de redessiner une nouvelle carte économique de l'Afrique. Ils vont plus s'asseoir à Berlin pour redessiner, pour dire voilà les frontières physiques. Ce seront des frontières militaires qui n'ont pas besoin d'être sur le papier, mais qui vont influencer le destin économique de l'Afrique, mais surtout rendre plus riches toujours les autres qui ont décidé. Parce que c'est nous-mêmes qui signons les contrats et c'est nous-mêmes qui leur disons de venir nous aider. Quand tu dis à quelqu'un de venir t'aider, c'est comme aller chez le marabout. Vous qui partez, des indignes qui partaient chez les marabouts, là, ou bien les féticheurs, là. Ah, lui, il est fort de sa main loupao. Quand il fait là, ça passe. Après, il va te ta maman sorcière. C'est pas lui qui t'a obligé à venir. C'est toi-même qui est venu, non?
Maintenant, qui t'a dit que c'est ta maman? Elle a mis ton nom dans le canari et puis elle a mis ça dans la rivière là. Tu fais comment? Il va falloir que tu tues ta maman. Et donc là, si tu n'étais pas allé là-bas là, tu n'en serais pas arrivé à ce point-là. Comme vous appelez les gens pour venir vous aider là, quand vous les appelez, quand ils viennent là, eux aussi ils viennent avec leur plan. Et ils ne viennent pas pour perdre. Nous devons poser les bonnes questions. En 2023, où en sommes-nous? 63 ans après les indépendances. Ah, ça c'est difficile pour nous Africains. Nous on s'en fout. D'ailleurs même nous on dit que ceux qui ont fait l'indépendance là, ce ne sont pas des bonnes indépendances. Mais nous on ne propose rien, on n'a rien fait, on critique ce que nos ancêtres ont fait. Il y a beaucoup à faire. Mais il n'est pas tard pour relever le défi, a souligné le politologue qui a appelé à mettre fin à la politique de la mendicité. Un homme qui est un mendiant ne sera jamais un homme respecté. Chaque fois en train d'être là pour que les autres aient pitié de nous. Mais quand tu te mets à la place de quelqu'un qui doit faire pitié, tu deviens un ver de terre qu'on écrase. Si l'État a cet art, le politologue pense que le problème est tout aussi profond au niveau des citoyens africains qui doivent nécessairement changer de mentalité pour mettre l'intérêt au-dessus des intérêts personnels. Il faut une prise de conscience collective pour combattre les tares dont souffre l'Afrique, les malversations, le laxisme, a-t-il interpellé. C'est un article que j'ai tiré d'Abidjan.net. Voyez-vous, on est là, on crie. Mais quand on a demandé, venez, on va aller déposer motion pour dire que le RHDP faut réformer, on a trouvé combien de personnes? Ah, personne ne veut mettre sa tête. À part la mère Martine Théa et quelques frères ici, personne ne veut mourir. L'Africain pense que lui, il est trop malin. Non, éclaireur, tu es fort, tu es bon, on est derrière toi. Moi, je ne suis pas avec quelqu'un. Je ne suis pas devant quelqu'un, je ne suis pas derrière quelqu'un, je ne suis pas à côté de quelqu'un, je ne suis pas à gauche de quelqu'un, je ne suis pas à droite de quelqu'un. Je suis en train d'exprimer ma nature. Je suis en train d'exprimer avec courage. Ça ne veut pas dire que je suis l'homme le plus courageux. Mais je suis en train de vivre ma vie et de mettre un idéal en face du monde. Si tu aimes, tu penses que tu es comme moi, tu penses que tu aimes ce qu'on fait là. Frère, il ne faut pas m'encourager. Il faut venir là. Ce que tu peux apporter, il faut apporter. Nous qui parlons là, on n'est pas plus courageux que vous. Nous qui parlons là, on n'est pas plus bêtes que vous. Ah non, toi il faut aller, on va t'encourager. Quand tu vas tomber dans le puits là, on va dire, ah, il jouait les Rambo. Quand les Vietnamiens l'ont attrapé, là, ils l'ont mis dans le puits là-bas et puis on est passé. Et au prochain, tu vas mettre tes feux, lui aussi va venir. Lui, ils vont l'attraper, lui va devenir Sukuya. Après, on va dire, le roi du printemps, il faut passer. Après, ça sera Mère Binette. Après, ça sera Barouba. Ah non, les idiots là, on va les sacrifier pour en passer. Mais vous avez oublié que c'est comme ça que vous tuez vos prophètes. Tuer les prophètes, ça ne veut pas dire courir derrière et aller les prendre, les tuer. Vous ne les aidez pas. Vous ne vous mettez pas ensemble pour défendre la vérité. Et ceux parmi vous, vous savez qu'ils disent la vérité. Vous savez qu'ils veulent votre bonheur. Quand ils vous le demandent, levons-nous pour lutter contre les malversations. Levons-nous pour dire le nom des dirigeants, ce qu'ils font. Levons-nous pour dire ce qui n'est pas bien, n'est pas bien. Ah non, vous êtes des sorciers, il y a une petite fille là, elle avait son petit gombo, vous êtes venus gâter, c'est comme ça. Mais dites aussi que cette petite fille là, elle avait tout fait aussi pour que ce gombo là, ça ne puisse pas glisser. Elle avait mis ça pour que gombo là ne glisse pas. Si gombo là n'avait pas glissé là, elle là, son adjoint ne serait pas là. Et si son adjoint ne serait pas là, on ne serait pas en train de parler de elle, son poste. Donc là, quand gombo là a glissé là, ceux qui ont enlevé le sable là, on doit être capable de leur dire merci et de les respecter pour ne pas les amener à regretter les efforts qu'ils ont faits. C'est aussi de cela qu'il est question. Et donc, regardez, l'homme africain même a un problème fondamental. Quand tu vois l'homme africain dire « mais ça y est, gentil, elle est bonne, » il y a deux causes. Soit ils sont en train de bénéficier de toi, injustement et bêtement, parce que tu joues les idiots. Là, elle est bonne, ou bien, ils sont en train de te faire du mal. Mais comme tu ne te plains pas, ils se disent, bon, continuons à faire ça. L'intérêt collectif, là, jamais. L'intérêt collectif, non. Quand l'être africain rentre dans quelque chose, c'est son intérêt personnel, il cherche. Bon, toi, ton intérêt personnel, là, tu vas mourir dans quelques années. Bon, le jour que tu meurs, là, c'est la fin de ta vie, c'est la fin de tes intérêts. Mais et l'intérêt de tes enfants? Et l'intérêt de tes enfants? Toi, tu n'avais pas pensé à ça. Ta petite vie de cafard, là. Tu pensais que tu allais être éternel. Et on est là, on est divisé.
Ah non, les politiciens, là, comme c'est nous, on les a votés là, si on leur dit la vérité là, est-ce que, bon, c'est pas bon, ça va nous faire honte. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça, ils vont mettre ta vie dans Blender, dans Malaxeur, là, et puis ils vont rendre ça en liquide pour mettre ça devant tes enfants. Moi, je vais te dire ça. Voilà des peuples indignes qui ne peuvent même pas se lever pour dire, vrai, là, voilà ce qui nous arrange. Tous ceux qui ont volé de l'argent, mettez-les en prison. Combien de fois ici? On s'est levé pour dire aux Ivoiriens, levez-vous pour forcer l'État à faire la justice. Mais qui va sortir pour aller marcher? Si ce n'est pas Meraki. Et donc, voyez-vous, quand on a tous ces problèmes-là, ce n'est pas Dieu qu'il faut accuser, ce n'est pas les Chinois qu'il faut accuser, c'est soi-même qu'il faut accuser.